Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce matin, on va aborder plusieurs sujets, des sujets liés à comment je vais concilier le présentiel, le full remote dans la même entreprise, comment je recrute dans un contexte international, comment je crée une culture d'entreprise commune. Et pour répondre à ces sujets, ce matin, j'ai deux invités. Tout d'abord, Clément et Martha. Clément, bonjour, je te laisse te présenter. Bonjour Christophe, Martha et bonjour tout le monde. Du coup, j'appelle Clément, je suis Head of People chez Sonio. Donc j'ai rejoint Sonio il y a un peu plus d'un an. On est une startup dans la santé prénatale. On construit des softwares d'IA pour détecter et diagnostiquer les anomalies prénatales. Et du coup, on est basé à Paris, mais on a, je dirais, 20% des gens en remote et on a aussi une entité aux US. Et on opère un peu dans c'est pas le monde entier, mais en tout cas, on a des distributeurs en Inde, Brésil, Nigeria. Donc, on a une partie internationale assez forte à la fois aujourd'hui et dans le développement sur les prochaines années. Combien de collaborateurs au total? Aujourd'hui, on est 40. Donc moi, j'ai rejoint 17e employé l'année dernière, ce qui est assez tôt pour un RH, je pense, mais ce qui a beaucoup d'avantages. Et on recrute, je dirais, une trentaine de personnes sur les 6-7 prochains mois. Ça marche. Bonjour Martha. Bonjour à tous. Donc moi c'est Martha. Je suis Solutions Consultant chez Remote. Mon job c'est d'aider nos clients chez Remote à se développer à l'international et leur conseiller sur leur stratégie de talent. Et donc Remote c'est une solution qui permet d'embaucher, gérer et payer des collaborateurs à l'international dans plus de 80 pays au monde. Et c'est une solution que Clément, du coup, utilise pour pouvoir se développer à l'international et gérer sa workforce un peu partout dans le monde. Super. Alors, pour démarrer, une petite question à Clément, hein. De toute façon, on va beaucoup solliciter Clément pendant ces trois quarts d'heure ensemble. Première question que j'ai envie de te poser, c'est quoi les grands défis rencontrés par les PME et les startups dans un contexte international au niveau de leur stratégie RH? Ouais, bah, je pense que bon, il y en a pas mal. Je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Je pense que le premier enjeu que tu rencontres est plutôt légal en fait, de comprendre en fait qu'est-ce que ça veut dire pour tes process, comment tu embauches dans d'autres pays et donc toute cette partie-là de en fait comment on fait ça. Ça, je pense que c'est le premier enjeu opérationnel auquel Martha pourra répondre, mais qu'en fait remote heu, solve un petit peu d'une certaine manière. C'est en fait assez simple aujourd'hui de le faire. Et après, les enjeux en fait plus long terme, c'est beaucoup plus des enjeux de culture, de en fait, qu'est-ce que ça veut dire, de recruter des gens à l'international? Hem, donc tu as évidemment la partie, remote. Est-ce que c'est du coup, c'est des gens en full remote? Est-ce que tu veux ouvrir un bureau là-bas? Est-ce que tu recrutes une équipe là-bas? Donc tu as pas mal de questions, sur cette partie-là. Après, tu as des questions un peu de langage aussi, du coup, qu'est-ce que ça implique pour le langage, dans ton équipe? Et après, il y a aussi une question de pourquoi tu le fais, quoi? Et je pense que ça vient peut-être souvent avant, peut-être dans la partie strat, qui est en fait, si tu veux vendre ton produit international ou qu'en tout cas tu construis un produit qui a une vision assez internationale, je pense que c'est assez cohérent très rapidement de le faire. Ça peut être pour des raisons, soit de sourcing parce qu'en fait on n'arrive pas à trouver assez de personnes en France. Ça peut être pour des raisons de prix parce qu'il y a des pays qui coûtent moins cher, qu'on soit moins de taxes, les salaires un peu moins élevés. Donc je dirais que c'est un peu les 3 aspects. Tu as une partie stratégie, une partie culture et une partie peut-être plus opérationnelle. Et en fait la partie culture, tu t'en rends souvent compte après quand ça bloque plutôt qu'en amont. C'est très difficile à savoir en amont qu'est-ce que ça va impacter d'avoir un développeur qui est en Espagne. Ouais, on en reparlera après, notamment des impacts même et du management peut-être interculturel. Une question aux participants qui sont là ce matin. Est-ce que vous, de votre côté, vous êtes dans le même cas de Clément, c'est-à-dire d'avoir des salariés en France, mais aussi dans d'autres pays aujourd'hui? Quelle est votre couverture aujourd'hui en termes d'entreprise nationale, internationale, ou peut-être avec des velléités d'aller à l'international?
Donc on a international, Europe, France, Serbie, US. Dans 5 pays en Europe, nous dit Désiré. Laure nous dit international, 4 filiales à l'étranger. Bonjour Laure. Je connais bien Laure, donc je connais bien son entreprise. Moriane, bonjour. On va ouvrir un bureau à l'international. Bah, vous avez bien fait de venir ce matin alors. On va vous aider. Couverture nationale avec des personnes en full remote. 80% des salariés en dehors de la France. France, Inde. Ouais. Croissance internationale. Ouais, beaucoup de croissance externe souvent. Hein, quand on part de... Quand on crée une start-up en France, on voit beaucoup ça. Clément, c'est quoi? C'est une tendance? Ça veut dire que les nouvelles entreprises sont plus ouvertes au monde? Ça dépend un petit peu, mais je pense qu'il y a une question de taille de marché surtout, hein. C'est que tu C'est pas ça, en sur fait. des Je fais le métiers business, tellement hein. extensibles en France. Nous, par exemple, sur la santé prénatale, il y a pas tu es rapidement obligé de si tu veux financer toute ta partie R&D, tu es rapidement obligé de t'ouvrir, assez vite à l'international. Et après, je pense qu'en termes d'équipe, sachant qu'il y a plusieurs sujets, en fait, tu peux avoir des filiales à l'international et dans ces cas-là, c'est plutôt que tu as une activité par pays et donc tu vas avoir une équipe par pays et en fait, tu vas un petit peu dupliquer, ce que tu fais en France et là, les sujets de culture sont encore un peu différents. Mais après, tu peux avoir, une activité 100% française et des employés qui sont quand même, un peu dispatchés en Europe. Et là, tu vas plutôt utiliser des solutions comme remote que des filiales. Donc tu as en plus plusieurs sujets. Et après, je pense qu'on est en France, on a un coût de l'employment qui est très cher. Donc on est un pays où c'est très facilement rentable de recruter à l'étranger, quoi. Ouais. D'un point de vue coût, Oui. ça va plus vite, quoi. Alors, au niveau de toi, de l'organisation RH, entre guillemets, tu as des organisations RH qui vont être centralisées, d'autres qui vont être décentralisées. Comment ça marche chez toi? Tu es seul aux commandes ou tu as des relais locaux? Alors c'est une bonne question, c'est une question qu'on se pose un petit peu, aujourd'hui parce qu'on est en train d'ouvrir, le bureau aux US. Et ça, de la même manière, c'est souvent un petit peu, ça miroire un petit peu la stratégie globale de la boîte. Si globalement, tu vois, tu as une partie strat, une partie opération qui est globale avec des relais locaux, ça fait sens que ton RH suive en fait un peu la même chose parce que tu as besoin que les preneurs de décision soient au même endroit et inversement, si, Ouais. tu as des filiales qui sont très indépendantes, qui doivent prendre les décisions, bah, il faut qu'en fait tes RH puissent prendre des décisions localement, sans ralentir le processus. Donc ça, c'est très dépendant. Nous, du coup, ça reste encore assez centralisé. Hem, Là, on se pose beaucoup la question de recruter quelqu'un, aux US, spécifiquement parce que en fait, mine de rien, tu montes en compétence quand même sur un marché, sur ta compréhension d'un marché, sur, les recrutements et donc ça fait quand même assez rapidement sens pour moi d'avoir, quelqu'un en local quand tu Ouais. as vraiment, quand tu as vraiment des gros besoins. Alors sur la partie recrutement et embauche à l'international, où là on pourrait se dire, c'est une galère, c'est là que Remote va intervenir notamment. Comment t'es arrivé à travailler avec les équipes de Martha? Ouais, alors moi j'ai été recruté, j'habite à Londres et la boîte est à Paris, donc j'ai été recruté en utilisant Remote. Pour mon contrat, j'ai utilisé Remote, donc c'était là juste avant que j'arrive. Hem, en fait, si tu regardes les manières de sourcer aujourd'hui, en fait, elles sont pas du tout, dépendantes de frontières, en fait. Nous, on travaille avec des cabinets qui sont basés en Angleterre, pour sourcer en France. LinkedIn, tu peux, avoir des gens enfin, tu vois, de n'importe quel pays. Pareil sur des plateformes comme Welcome to the Jungle, tu vas avoir des gens qui sont pas français nécessairement qui vont être dessus. Tu regardes des plateformes qui sont plutôt basées en Angleterre, enfin, plutôt pour start-up, mais type Ota ou ce genre de choses. Pareil, tu vas avoir un pool international. Donc en fait, ton sourcing et pas nécessairement, enfin, tu peux avoir les mêmes moyens de sourcing à l'étranger, c'est pas nécessairement, différent et après des solutions comme Remote te permettent justement de combler ça. Mais je pense que souvent, tu pars du fait: «Mais en fait, telle personne, en fait, je peux l'attirer, elle postule via mes canaux plus ou moins normaux. Comment je fais pour l'attirer?» Bon, bah, je regarde les solutions et en fait, je travaille avec Remote, quoi. Mais tu vois, pour l'anecdote, nous, on a eu quelqu'un par un cabinet qui était en Bulgarie. Ouais. Et Bulgarie, c'est assez, spécifique. Enfin, tu es sur des pays où il faut encore, signer un registre du travail à la main et cetera. Donc tu as a priori des démarches assez complexes et en fait, avec Remote, bah, nous, la seule chose qu'on a fait,
c'était inscrire la personne, inscrire son salaire, son email, et après, c'est l'équipe de remote qui va gérer sur place, quoi. Bon, je pense qu'il y a plus compliqué, hein. Un client italien qui veut embaucher des salariés français, à mon avis, c'est plus galère encore. Martha. Je sais pas. C'est vrai que la France, c'est compliqué, mais il y a quand même des pays qui sont beaucoup plus compliqués que la France. Bah ça, c'est bien. Comme la Chine, par exemple, qu'on vient d'ouvrir il y a pas longtemps, la Bulgarie, comme Clément l'a dit, il y a des pays en fait où il faut encore signer à la main beaucoup de documents. Et nous, en fait, on essaye que le client il soit en totale confiance et dès qu'il trouve la bonne personne ou qu'il veuille aller vers un pays dans lequel il n'a pas une filiale, une entité légale, nous, on fait tout pour le client à travers nos propres entités. Alors, il y a Marie qui dit, nous, on fait du portage salarial si c'est trop compliqué. Bon, après, le portage salarial, je pense que ça a ses limites, hein. Est-ce que, Martha, tu peux nous expliquer, par exemple, Clément te dit, voilà, j'ai identifié un collaborateur ou une collaboratrice en Bulgarie. Qu'est-ce que tu fais, toi? Quel est ton rôle? Oui, donc nous, en fait, Remote, notre business model, c'est d'avoir nos propres entités légales dans plus de 80 pays au monde. Donc, en fait, Clément, que ce soit la Bulgarie, que ce soit 80 autres pays, il va soit identifier un talent, soit il va décider que la stratégie de Sonio, c'est se développer en Amérique latine, mais qu'il n'a pas envie d'ouvrir ses propres entités légales là-bas. Donc nous, en fait, comme on a nos propres entités légales, on a l'expertise en interne parce qu'on a dû ouvrir ces entités légales. Donc évidemment, on a l'équipe légale, l'équipe gestion de paye, l'équipe benefits, l'équipe support. Donc en fait, on a toute une équipe qui a l'expertise de ce pays. Et en fait, Clément, il va dire, j'ai identifié la bonne personne en Bulgarie ou j'ai envie d'embaucher quelqu'un au Brésil. Et dès qu'il a trouvé la personne, c'est Remote qui va se charger de tout. Clément va l'ajouter sur la plateforme et nous, en fait, on va tout gérer après. Et peut-être Clément, vu que tu l'as fait, tu peux expliquer peut-être ton expérience aussi. Clément, c'est quoi? Tu signes un contrat avec qui, en fait? Pas avec le collaborateur en direct? Non, du coup, tu signes pas avec le collaborateur, en fait. Je sais même plus ce que tu signes, en fait. Mais en fait, vraiment, d'un point de vue entreprise, c'est vraiment, en fait, ça, le pays de la personne ne change pas ton process, en fait. Tu vas juste montrer où est basée la personne et le salaire de la personne. Et après, c'est Remote qui va se charger de toute la partie, mais c'est exactement équivalent à si tu rentrais ton employé dans Payfit, quoi. Tu as même moins de documents à faire, en fait. Ça veut dire que c'est Martha, c'est toi qui gères les payes aussi? Oui, oui. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que donc l'entreprise a signé un contrat avec Remote et nous, on signe un contrat avec les employés. Donc, pour le jour, pour l'employé, il est employé de Sonio. Donc, c'est Sonio qui décide ce qu'il va faire dans l'entreprise, qui gère sa performance, qui décide quand est-ce qu'il va être promu. Donc, c'est un employé de Sonio par rapport à ses tasks et à ce qu'il doit faire. Administrativement, c'est un employé de Remote dans l'entité légale dans laquelle on l'a employé. Donc, c'est nous qui gérons les payes pour cet employé. Oui. Et question de la vie de tous les jours, mais demain, Clément, tu dis, bon, cette personne, on la vire. Ça se passe comment? Bah, c'est un petit peu, je t'avoue, je suis pas exactement sûr, mais en fait, c'est dépendant des lois locales. Et donc, en fait, je pense que c'est un peu la même chose quand faut aller voir Remote et savoir comment ça se passe et comprendre un peu les lois locales, j'imagine. Non, parce que chaque pays doit avoir ses règles spécifiques. Oui, bah après, tu es obligé du coup de comply avec les règles de chaque pays. Donc, ça pose. Enfin, en fait, ça fait partie un petit peu des choses quand tu vas recruter à l'étranger, c'est que du coup, ça va impliquer des complexités opérationnelles. Ça veut dire que tu peux pas nécessairement faire la même chose pour tous tes employés. C'est un petit peu le cas si tu as des campagnes de BSPCE ou ce genre de choses où tu vas avoir des
des règles locales qui peuvent être différentes, qui font qu'il faut faire un petit peu attention. Ça va être donc c'est toujours un petit ça reste une certaine complexité et donc remote te fait une certaine partie, mais du coup, d'un point de vue opérationnel et la manière de gérer les gens dans ta boîte, ça implique quand même une certaine, complexité, au minimum intellectuelle, au pire opérationnel, quoi. Alors, la question qu'on se posait en préparant ce webinaire, c'est comment, alors, pour revenir quand même un petit peu au temps de travail, parce qu'on avait évoqué le sujet, tu me disais, moi, en fait, je m'en fous un peu que la personne veuille faire du full remote, de l'hybride, du présentiel, à partir du moment où elle a la compétence et elle adhère au projet de l'entreprise. Ça veut dire que c'est assez libre, en fait. Ouais, nous, globalement, on est assez libre. C'est pas exactement qu'on s'en fout. En fait, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est que tous les setups peuvent potentiellement marcher. Ça veut pas dire que ça marche pour tout le monde. C'est assez libre, oui, mais après en fait, notre premier employé en dev était en Inde, parce que notre CTO est indien, mais en France et du coup, c'était quelqu'un qu'il connaissait et c'est vraiment hyper bien passé et donc du coup, très rapidement, on s'est dit: «Bon, bah, globalement, on sait que ça peut bien fonctionner, quoi» et avec d'autres personnes qui étaient en remote, ça a moins bien fonctionné et donc on s'est pas mal posé la question du coup de: «Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ou pas? Quel est enfin, est-ce qu'on devrait caper à un certain pourcentage le nombre de gens en remote?» et donc du coup, c'est un peu à partir de ça qu'on a défini ce qui était pour nous un peu les critères importants. Et en fait, ce qui est assez important pour nous, c'est l'implication globalement dans la boîte et on est des gens qui sont assez, je sais pas, assez, dynamisés par le fait de travailler ensemble et d'être en équipe et on est une boîte où ça avance assez vite et donc du coup, il faut réussir aussi à se tenir au courant de tout ce qui se passe et cetera. Donc globalement, via Slack, via Notion, tu peux facilement, faire ces choses-là, mais ça implique une certaine volonté de le faire. Et donc c'est après, ça lie un peu, tu vois, à pourquoi les gens sont en full remote, quoi. Tu vois, moi, par exemple, je suis à Londres alors que la boîte est à Paris, je reviens toutes les 2 semaines et ça se passe très bien et je pense que je suis au courant, plus que beaucoup de gens de comment ça se passe dans la boîte de chaque équipe. Mais si tu es en full remote parce qu'en fait, tu as pas nécessairement envie de travailler pour des gens et tu te vois même plus comme un freelancer que comme quelqu'un en full time, tu es pas hyper intéressé par ça, bah, pour nous, ça matchera pas, quoi. Donc après, c'est très dépendant de comment tu structures et comment tu vois en fait, comment tu vois quelqu'un que tu recrutes, quoi. Qu'est-ce que tu attends de cette personne-là, quoi? C'est une question d'adhésion à la culture de l'entreprise et à vos modes de fonctionnement, en fait, tout simplement. Ouais, exactement, exactement. Et en fait, le remote, c'est un paramètre qui va modifier un peu certaines choses, mais qui est pas nécessairement déterminant, quoi. Qui est pas déterminant en tant que tel. Et pareil, tu vois, quand tu as des gens en remote, tu as quand même un sujet de est-ce que les gens ont de l'expérience de travailler en remote? Est-ce qu'ils arrivent à le faire? Parce que c'est quand même un mode de travail qui est assez différent. Tu es quand même vachement plus tout seul, tu es quand même, censé être un peu plus autonome. Donc il y a un peu une question de, bah, est-ce que tu es capable de le faire, quoi? Tu vois, c'est pareil, quoi, Ouais. ça ajoute une partie, quoi. Et après, ça pose des questions, spécifiques en fonction de ton rôle, tu vois, pour des rôles de, par exemple, plus RH, en tout cas sur le recrutement, c'est pas insensé de travailler beaucoup en remote parce que de toute façon, tu fais beaucoup de calls, tu fais beaucoup de trucs en vidéo, donc bon, est-ce que si tu étais au bureau, ça changerait pas grand-chose, quoi. Pour des rôles, bah, ça dépend un petit peu après, tu vois? Mais même sur la partie un peu plus people, ah, tu as quand même besoin d'être un peu au bureau, quoi, tu vois? C'est quand Ouais. même un peu On est au complexe de contact faire des équipes, des managers, bah, c'est ça, mais en tout cas, du coup, ça implique des choses un peu différentes et il faut bien les avoir en tête, quoi. C'est surtout ça la partie importante. et ça veut dire que quand tu recrutes quelqu'un qui te dit: «Je veux être en full remote», il a une période probatoire par rapport à ce mode de fonctionnement? Comment tu évalues ça? Bah, encore une fois, ça dépend beaucoup des raisons, quoi. Mmh. C'est souvent, en fait, c'est juste qu'on va un peu évaluer qu'est-ce qui fait que la personne va être en full remote? Déjà, est-ce qu'elle est, OK pour venir sur Paris quand même assez régulièrement, pour venir dans les bureaux, pour rencontrer les gens? Ça va plutôt être ça, quoi, en fait, qu'on va regarder. Alors c'est marrant parce que justement, il y a la question, d'Arnaud qui dit sur le point de Clément: «Comment évaluer la posture du salarié, freelancer ou salarié en remote lors de la phase de recrutement?» C'est pas facile. Bah, c'est pas évident, mais en même temps, quand tu creuses un petit peu sur les raisons pourquoi ils veulent un peu de la même manière qu'avec d'autres gens, en fait,
il y a pas mal de choses qui peuvent se ressentir. Déjà, ça se ressent un petit peu sur les raisons pour lesquelles ils veulent te rejoindre ou qu'est-ce qui les attire dans ce que tu fais. Quels sont aussi leurs critères les plus importants. C'est aussi assez dépendant de... Enfin, tu vois, tu peux regarder pas mal de points, mais par exemple, quelqu'un qui serait en région parisienne mais qui voudrait être en full remote, nous, je sais que ça fonctionnerait pas, tu vois. Ouais. Parce que je sais que ça veut dire que c'est du coup plutôt quelqu'un qui a juste pas vraiment envie d'être avec des gens, quoi, en fait. Enfin, qui a pas trop cette envie. Donc... Et après, il peut y avoir encore, tu vois, d'autres raisons plus perso qui font que, mais pourquoi pas, mais tu vois, donc t'as pas mal de petits indicateurs. Et, et après, du coup, comment évaluer ça? Je trouve que mine de rien, c'est assez similaire. Les gens peuvent être en full remote et ils peuvent te donner de l'énergie, ils peuvent te donner du smile, Ouais. ils peuvent vraiment se sentir un fit. Et il y a des gens il y a des gens où ils sont en remote et en fait, on n'a pas du tout douté, on ne s'est pas trop posé la question. Et un peu comme le reste, ça se ressent beaucoup, quoi. Pour des freelances, je pense que c'est un petit peu c'est un petit peu différent parce que c'est pas le même mode de travail, c'est des process qui sont un peu plus courts, que tu peux cutter aussi potentiellement plus rapidement. Donc... Ouais, non, mais tu as beaucoup. Bon, en plus, 2023, on va dire que c'est une année qui a été un peu tendue pour beaucoup de freelances. Ouais. Et du coup, tu as beaucoup de freelances qui reviennent au mode salariat et qui Ouais. cherchent des postes en remote. Mais en fait, ils cherchent ces postes-là pour rester, entre guillemets, indépendants. Et toi, c'est pas du Ouais, tout ce que tu recherches. exactement. Moi, globalement, on n'a jamais eu trop de succès avec des gens qui étaient freelancers et qui, en fait, étaient freelancers et potentiellement se posaient la question de revenir sur du salariat. Euh, Ça n'a jamais trop marché pour nous. Donc, ça, je suis assez d'accord avec toi. Euh, mais encore une fois, sur la partie salariée, en fait, ce qu'il faut se dire, et on s'est rendu compte de ça, notamment pour les US, où tu as quand même des différences culturelles qui sont assez énormes. Même d'ailleurs, enfin, même entre deux personnes dans les US, il y a quand même des différences assez énormes. Et ultimement, les gens ne changent pas massivement entre le process de recrutement et quand tu vas travailler avec eux dans la boîte. Donc, si en fait, tu as fait un case avec eux et que c'était pas agréable de discuter ensemble des problématiques que tu vas avoir et que le case représentait un peu le type de trucs que vous allez faire ensemble, ça ne va pas devenir plus agréable parce qu'il rejoint la boîte, quoi. Ouais. Euh, donc, après, il y a plein de caveats que tu peux mettre à ça, etc. Mais en fait, la distance culturelle se rétrécit pas nécessairement parce que les gens rejoignent, quoi. Donc c'est toujours, encore une fois, ton fit avec ta culture qui est le plus important. Euh, que ce soit présentiel, remote, aux US, en France, en fait, c'est toujours le fit avec ta culture qui est important parce que, en fait, à moins que tu sois très junior ou que tu es vraiment... Non, même pas. Si tu vas, s'il y a pas de fit, ça va pas se créer tout seul, quoi. Et souvent, tu vois, notamment quand tu vas recruter aux US, ou enfin aux US parce que c'est un nouveau pays, mais tu vas recruter ton country manager dans notre pays, tu as tendance à te dire c'est un nouveau pays, donc c'est normal qu'il y ait une certaine distance culturelle et on va s'adapter. Et en fait, c'est un peu ça l'erreur, parce que ça va pas changer en fait. Et en fait, tu peux trouver des. Et après, c'est à te dire qu'est-ce qui dans ma culture en fait est français, et en fait, il faut qu'on dégage ça parce que ça a aucun sens. Et qu'est-ce qui est corps dans ma culture et que je veux retrouver dans la personne, tu vois. Et ça va plutôt être des manières de travailler, des manières d'être, tu vois, d'aborder un problème, tu vois, ça va plutôt être ce genre de choses-là. En fait, tu peux le retrouver aux US, tu peux le retrouver en Allemagne, tu peux le retrouver en Inde, tu peux le retrouver en Chine. Tu vas pouvoir le retrouver chez des gens, quoi. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, est-ce qu'il y a des instructions spéciales pour les visites au bureau, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des réunions obligatoires en présentiel, des face-à-face, des journées régulières qui sont organisées? Ouais, alors nous, on essaie de laisser beaucoup de flexibilité là-dessus, euh, parce qu'on a la vision que en fait, ça fait partie un petit peu aussi de nos critères de recrutement, mais c'est d'être assez autonome et de savoir quel est le setup pour toi pour performer. Et en fait, moi, par exemple, je fais encore je prends mon exemple parce que je suis en remote, mais euh, moi, j'aime bien aller au bureau toutes les 2 semaines, mais j'aime vraiment bien aussi être chez moi et j'aime bien aussi avoir la liberté entre les deux. Et si j'avais un setup qui était un peu forcé, ça fonctionnerait beaucoup moins bien pour moi et j'y arriverais beaucoup moins bien. Donc, on n'a pas ce setup-là. Nous, et ça match encore une fois beaucoup d'autres process qu'on a dans la boîte, mais l'idée nous qu'on a, c'est de dire
il faut que ça marche pour toi, pour ton manager, pour ton équipe. Et tu es responsable, tu es le responsable que ça marche. C'est toi qui es honneur que ça marche pour tout le monde. Si tu es vraiment loin, tu vois, enfin, si tu es genre ce que j'appelle vraiment loin, c'est tu pas à un train direct de Paris. Ouais. Heu, Globalement, ce serait bien que tu viennes 1 à 2 fois par quarter. Et en fait, c'est assez facile de trouver les moments parce que tu vas avoir à Noël la soirée de Noël, l'été, on fait un truc d'été, puis après tu trouves, une raison, tu vois? Enfin, donc c'est assez facile en fait, tu as le moment du team building. En fait, les moments se trouvent assez facilement, et encore une fois, si tu as envie d'être avec les gens, si tu as envie d'être là à certains moments, bah, naturellement tu seras là, et si les gens sont à des distances un peu plus courtes, genre un train direct, tu vois? Je sais pas, Lyon, Grenoble, Nantes, c'est bien de venir, tu vois, tous les mois, quoi. Et après, pareil, tu t'adaptes un petit peu avec ton équipe, au rythme de ton équipe, quoi. Est-ce Donc que il y a pas de tu fais règle. attention, ce que demande Alicia, qui dit: «Ce mode de fonctionnement implique des déplacements fréquents avion-train». Est-ce que c'est cohérent avec une démarche RSE? Bah, non, ça l'est pas. Enfin, si ta démarche c'est zéro carbone, ça l'est pas. Hem, Après ça dépend aussi de tes enjeux et de ce que tu veux décider de faire, mais pour le coup, non, c'est pas ça implique dans tous les cas plus de transport, quoi. De Donc toute façon, une c'est entreprise internationale, par défaut, ça implique des déplacements, hein. bah, c'est un petit peu ça et c'est des questions que t on n'ignore pas non plus, mais tu vois, par exemple, dans la médecine, la recherche médicale, c'est très, très international, comme communauté et donc l'empreinte carbone de ce monde est monstrueuse, en fait. Enfin, donc mais en effet, si ta démarche est de te dire: «Il y a zéro, enfin, c'est zéro carbone», c'est pas cohérent. Après, du coup, par contre, tu peux mettre en place des choses pour t'assurer que le collaborateur qui est à Barcelone, il vienne qu'en train et pas en avion, et cetera. Donc, tu peux toujours faire des choses qui sont intéressantes dans ce setup-là, quoi. Alors du coup, la question, est-ce que tous ces déplacements j'imagine que oui, sont pris en charge par l'entreprise? Ouais, nous, tous les déplacements sont pris en charge. Alors, donc ouais, tous les déplacements sont pris en charge. En général, sur les hôtels, ça dépend un petit peu des contextes. En fait, on les prend en charge, mais on dit aussi que si jamais tu as des potes de la famille à Paris, c'est quand même un peu plus simple. Ouais. Donc c'est pas le cas de tout le monde, mais si les gens sont en France, en général, une fois sur 2, ils peuvent un peu se débrouiller. Hem, donc ouais, mais je pense que les transports, tu es un petit peu obligé de prendre en charge, et tu Mmh. es un peu obligé de prendre en charge un peu large parce qu'en fait, d'un point de vue même, tu vois, si tu prends un ratio investissement-performance, de dire qu'en fait, ton max sur les billets de train, c'est ça et que tu dois t'organiser un mois à l'avance, ça cause beaucoup plus de stress, de temps d'orga, en fait alors que Ouais. en fait, il vaut mieux les prendre 2 semaines à l'avance et être là au moment où tu as besoin d'être là, quoi. Et après la question sur comment suivre la performance, je sais pas exactement la question, enfin, je sais pas exactement ce que ça veut dire la performance des transports, mais, enfin sur des transports, mais en en fait, c'est pas des coûts qui sont énormes, quoi. Si tu prends un aller-retour, enfin, tu vois, si tu prends même, je crois que c'est un aller-retour toutes les 2 semaines, quelqu'un qui est à Nantes, heu, en fait, peut-être sur l'année, tu vas arriver je sais pas, je dis un peu au hasard, mais tu vas être entre 5 et 10 000 € et en fait, c'est un coût qui est important, mais en fait, si la personne, ça lui permet d'être hyper à l'aise et que en fait, par rapport à ton salaire sur quelqu'un à 50 où tu payes, 80, en Mmh. fait, c'est assez négligeable, en fait, au final, quoi. C'est pas des coûts qui sont majoritaires, quoi. Comment tu structures, question de Tiphaine, comment structurer l'entreprise pour répondre à ces enjeux de distance, manager les personnes en télétravail? Enfin, quel canal de communication, d'intégration, d'onboarding? Et là, on va rentrer justement dans le sujet du management. Comment tu fais, pour manager différentes populations un peu, éparpillées, dans le monde? Ouais, bah, ça, tu vois, c'est une bonne question. Encore une fois, ça dépend encore beaucoup enfin, typiquement, c'est pas complètement différent, mais manager en télétravail, ça implique de s'adapter à certaines choses et donc en fait, il faut que ton manager soit confortable pour le faire. Et donc en fait, ça sert à rien d'imposer aux gens que pour toute la boîte, le télétravail est OK, si en fait, tu as un de tes managers qui est genre pas du tout à l'aise, qui est pas du tout à l'aise avec ça et c'est vraiment pas ce qu'il a envie de mettre en place parce que ça va créer un problème. Donc nous, globalement, les équipes où il y a le plus de gens en remote, c'est des gens qui sont à l'aise avec ça et ça va être les devs parce que dans l'équipe dev, le manager est aussi en remote. Donc
tu as déjà un premier sujet qui est de est-ce que j'ai les bons managers pour faire ça? Donc est-ce que les gens sont à l'aise avec ça? Est-ce que donc tu as cette partie-là. Après, en termes de canaux de communication, ça veut dire que tu as une grosse partie d'écrit. Tu es obligé d'écrire et en fait, quand tu prends des décisions de en fait, on se parle vite fait au coin de la table, pour aller plus vite, c'est frustrant pour les gens en remote parce que du coup, il leur manque de l'info. Donc il faut être assez clair et il faut être assez transparent, et avoir une grosse culture de l'écrit et en même temps, il faut être transparent sur ce que tu vas pas mettre à l'écrit, quoi. Nous, typiquement, on est une boîte qui avance assez vite et on est assez jeune et on a un peu on a une culture qui est quand même un peu liée au présentiel, même s'il y a des gens en remote et en fait, on le dit, quoi. On le dit, en fait, il y a certaines choses que tu louperas, si tu es en remote et évidemment, les trucs qui te concernent le plus, ça va, ça va aller, tu vas avoir l'information et tu as globalement la majorité de l'info, mais en fait, tu as plus d'infos si tu es au bureau que si tu l'es pas, quoi. Donc il faut aussi, tu vois, c'est pas et du coup, les gens qui sont en remote ont pas non plus un gros souci de ça, quoi. Mais, il faut être assez et encore une fois, tu vois, faut pas et c'est la même chose pour beaucoup de sujets. Sur les RH, tu vas toujours te poser la question: «Est-ce que je le f» il faut que tu fasses des choses pour la boîte et pour la stratégie de la boîte et pas pour t'accommoder à une ou 2 personnes. C'est Ouais. un peu triste des fois, mais tu peux pas tout changer pour une ou 2 personnes, sauf si c'est vraiment ce que tu as envie de faire et du coup, il faut pousser avec ça, il faut expérimenter avec ces gens-là et prendre leur retour et itérer là-dessus. Mais il y a un moment où et ça revient encore à cette histoire de culture et un peu ta stratégie, mais c'est la question, c'est pas comment structurer l'enjeu pour, comment structurer l'entreprise pour répondre à ces enjeux à distance. C'est enfin, la question d'avant, c'est: «Est-ce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un à distance?» et du coup, qu'est-ce qui va aussi profiter au reste de la boîte, quoi? Ouais, Et nous, c'est ça. typiquement, on a beaucoup quand on a réfléchi un petit peu à quand on a justement réfléchi un petit peu sur ces enjeux de remote et de tu vois, reparler un petit peu, faire des one-on-one avec chaque personne, prendre un peu les feedbacks. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que tu avais des enjeux de communication qui étaient plus globales que pour les gens en remote, en fait. C'était plus une question de comment on gère l'information globale et parce que maintenant, en plus, de plus en plus, même les gens qui sont à Paris, ils vont venir au bureau 3 fois par semaine. Donc Ouais. en fait, dans tous les cas, ça dépend encore une fois beaucoup des boîtes, nous c'est le cas. Donc dans tous les cas, ces enjeux-là, tu vas les avoir même sur des gens qui sont en full remote versus, qui sont à Paris, quoi. Alors, l'autre point là qui est intéressant, on parle quand même beaucoup de culture. Martha, dans tous les pays qui sont gérés par remote, on a des cultures très différentes, hein. Bah, déjà en Europe, on a des cultures différentes entre les pays, mais ensuite, si tu pars aux États-Unis, Amérique du Sud, Asie, ou même, je pensais à l'Afrique du Sud parce que j'ai un ami RH qui est parti bosser là-bas et il a eu des mésaventures justement liées à la façon de dire les choses. Et ça, on rencontre beaucoup aux US. Donc, est-ce que toi, en tant que remote, tu vas conseiller Clément en lui disant attention, dans ce pays-là, il y a, d'un point de vue culturel, il faudra que tu prennes en compte ces éléments-là? J'adore la conversation parce que nous, en fait, chez Remote, on est 1200 employés en remote dans 80 pays. Donc, notre propre entreprise, c'est un expériment social Ouais, de ta question. Parce que même juste dans mon équipe, on est 12 personnes et il y a 6 nationalités et 3 zones horaires différentes. Donc, évidemment, nous, on peut conseiller le client sur ça parce qu'on a tellement d'expérience dans notre propre entreprise de comment on a passé de 10 à 1200 collaborateurs en remote en 3 ans et comment gérer toutes ces différences culturelles. Après, Clément, il a dit une chose qui est très importante et qui est très importante chez Remote aussi, c'est surtout recruter la bonne personne. Donc, la bonne personne, il y aura peut-être des différences culturelles ou de manière de s'exprimer, mais si tu as recruté la personne qui est alignée aux valeurs de ton entreprise et qui a les bonnes compétences pour pouvoir se développer, finalement, les différences culturelles vont pas peser autant. ouais. C'est surtout recruter vraiment la bonne personne.
C'est intéressant ce que vous dites tous les deux parce que des fois, moi, quand j'entends parler en France culture d'entreprise, des fois, c'est un peu, déjà, c'est un peu boring et en plus, c'est un peu bidon souvent. Et bien souvent, la culture d'entreprise, dans ce que j'en entends, elle est jamais raccord avec le business de la boîte, quoi. Alors que vous, en fait, l'idée, c'est d'avoir une culture qui soit très transparente, très claire, très orientée business et adaptable à toutes et tous, peu importe, j'allais dire, tes origines, d'où tu viens. C'est ça, Ouais, Clément? ouais, c'est un petit peu ça. En fait, je pense que ce que tu veux dire, c'est en fait, c'est ce que les gens disent de leur culture versus ce qu'est leur culture, parce que toutes les boîtes ont une culture différente. Exactement. En fait, tu es forcé d'en avoir une parce que c'est par définition, quoi. Tu es obligé, quand tu as plusieurs humains ensemble, de développer une culture. Heu et après, les gens ne savent pas, la décrire ou ne savent pas en parler ou refusent d'en parler ou veulent mettre en avant d'autres choses et en fait, souvent la différence culturelle, elle vient de là. C'est en fait d'une mécompréhension de ce que tu es et de ce qui pourrait marcher pour une autre personne. Et donc ça, c'est un truc qui est plutôt dangereux et c'est pour ça que certaines boîtes peuvent avoir du mal avec, des gens qui peuvent être, à l'étranger parce qu'en fait, ils se rendent pas compte que parce que c'est que des mecs, et parce que, je sais pas, c'est que des gens français de Paris, qu'en fait, ils ont développé une culture et des codes qui sont très liés à Paris, aux écoles de commerce ou à ce genre de trucs et en fait, tu y penses pas parce que tu as pas vraiment beaucoup de gens de l'extérieur pour le définir, mais si dans ta boîte tu as, tu vois? Je connais pas, mais tu vois, tu as des boîtes qui ont, 70 des effectifs qui viennent de 4 écoles, ben, en Ouais, fait, bah, c'est vrai. ta culture, elle est définie par ça, tu vois? Et c'est pas bon, je pense pas que ce soit nécessairement quelque chose de positif, mais c'est pas que pourri, en fait, c'est pas que mauvais, mais c'est qu'en fait, du coup, tu vas pas réussir à attirer des gens divers et cetera, ou alors tu vas faire un énorme travail de dire que tu vas déconstruire tout ce que tu as fait, mais ta culture, elle existe, peu importe comment tu la définis et cetera, c'est pas ça qui va la définir et donc pour des boîtes comme Remote, j'imagine, en fait, par définition, tu vas avoir des gens qui vont être de plein de pays et qui vont travailler ensemble en remote et nous, c'est un peu pareil, tu vois? Sur les 5 cofondateurs, tu as 3 nationalités différentes. Mmh. Donc en fait, à la jeunesse du truc, déjà, tu vas avoir une facilité à avoir des profils internationaux dans la boîte et donc la partie différence culturelle, en fait, il faut pas confondre. Enfin, il y a plusieurs aspects. Il ne faut pas confondre que, en effet, tu as des parties, c'est différent de s'exprimer, et cetera, mais la différence culturelle la plus importante, c'est par rapport à ta culture d'entreprise, en fait. Ouais. Pas tant par rapport à la culture d'un pays où, en fait, si quelqu'un, tu l'onboardes bien et en fait, si la personne, j'en sais rien, tu prends un pays au hasard, la première personne qui est uruguayenne et qu'en fait, tu as une culture où tu es globalement bienveillant, que ça a marché avec 15 pays avant, bon, bah, tu vas peut-être faire un ou 2 couacs, mais en fait, la manière dont tu approches les choses va lui faire aussi penser que, qu'en fait, c'est OK et qu'elle sera OK de t'éduquer sur, une petite partie à partir du moment où toi, derrière, tu fais le travail, quoi. Mmh. Une question de Tiffen qui voulait creuser la partie, politique de recrutement international, pour revenir à ce qu'on disait, préalablement dans le webinaire. Est-ce que, il y a une diffusion d'annonces dans plusieurs pays? Est-ce qu'il y a l'utilisation de plateformes spécifiques? Et quel, point d'attention au-delà du coût et des différences culturelles? Ouais, bah, du coup, encore une fois, c'est toi qui choisis quand tu définis ta politique, du coup. Je pense que ce qu'il y a il y a plusieurs choses à distinguer. C'est en fait, est-ce que je recrute en fait, pourquoi je veux recruter à l'étranger? Enfin, OK, est-ce que je peux ou pas, disons, j'ai ma culture de l'écrit, globalement, on est déjà un peu en remote à Paris, on a Slack qui fonctionne bien, on a Notion pour toutes nos databases, donc on arriverait à recruter quelqu'un à l'étranger. Après, la question, c'est est-ce que je vais recruter quelqu'un intentionnellement à l'étranger? En Mmh. gros, je veux quelqu'un qui soit en Angleterre parce que c'est le business anglais ou autre, ou je veux quelqu'un qui parce qu'en fait, je pense que d'avoir plus de gens à l'étranger, c'est nourrissant pour X ou Y raison. Et donc là, dans ces cas-là, bah, il faut que tu diffuses ton annonce spécifiquement dans ces pays-là et il faut même que tu donc à des plateformes, enfin, globalement, tu as beaucoup d'équivalents quand même tu as beaucoup de plateformes qui ça dépend un petit peu des pays, mais si tu prends sur les plus gros pays, tu vas avoir un équivalent de plateforme où tu peux poster plus ou moins gratuitement et avoir un bon vivier de candidats. Tu peux toujours utiliser LinkedIn, qui marche dans n'importe quel pays. Hem et après, du coup, tu vas regarder,
plus c'est intentionnel, plus tu vas set-up pour cette personne. Si tu veux recruter quelqu'un nécessairement à Londres, eh ben, il faut déjà que tu penses à, en fait, est-ce que cette personne elle travaille dans un bureau ou pas? Est-ce que du coup, tu lui fournis tu vois, un budget de télétravail? Est-ce que tu veux la faire venir X temps à Paris? Si par contre, tu veux recruter à Paris, mais que tu es opportuniste sur quelqu'un que tu as à Londres, la personne, ça va être OK pour elle que tu lui dises, bah, en fait, on va travailler ensemble sur quel est le bon setup pour toi et on va voir si ça match, quoi. Tu vois? Donc c'est un petit peu ça qui est important. C'est est-ce que je veux recruter quelqu'un à l'étranger ou pas et pourquoi? Et après, sur les points d'attention, Mais toi, du coup, avant les points d'intention, en fait, tu cherches pas forcément à recruter à l'étranger au départ. non, 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 mais je suis assez open. Tu cherches une compétence et tu viens la chercher là où elle se trouve, en fait. Exactement. Et sachant qu'en fait, on préfère quand même que les gens puissent être à Paris au moins une fois par mois et s'ils peuvent travailler à Paris, c'est good, quoi. Mais il se trouve Ok. que soit par des recruteurs, soit par des gens qui postulent, plus après tu as une boîte internationale, plus tu vas avoir un réseau international de boîtes. Donc en fait, tu te retrouves quand même rapidement. Et puis toi, les compétences en medtech, il y en a beaucoup à Paris? Non, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment hyper niche. Donc en fait, t'as pas non plus un besoin. Enfin, t'as pas non plus. Ça dépend un petit peu, mais tu vois, c'est vrai que sur des trucs un peu réglementaires, type, tu vois, des gens qui ont géré le 510K, qui est l'agreement de la FDA pour pouvoir mettre en place un dispositif médical aux US, bah, c'est vrai qu'à Londres ou à Amsterdam, tu t'ouvres à des pools un peu plus gros parce qu'en France, des boîtes qui font des trucs très tech et médicaux, c'est assez limité. Euh, mais bon, mais tu vois, ça a jamais. Nous, on a rarement eu le truc où on s'est dit, on a besoin de trouver cette personne ailleurs. Mais si on trouve quelqu'un qui est très bien ailleurs, c'est bien aussi, quoi. Et ça, Ah, c'est aussi un petit peu aussi, ça revient un peu, désolé, ça revient aussi un peu sur ouais, ta vas-y. manière de recruter parce que si en fait, si en fait toi tu penses qu'il faut que tu aies recruté une compétence hyper particulière, c'est vrai dans certains cas, mais en fait dans certains cas, c'est peut-être que tu cherches pas la bonne personne non plus, quoi. Ouais. C'est que souvent, tu as un socle sur lequel tu peux t'adapter pour. Tu vois, moi, j'étais chez RH en France, je suis à Londres et j'ai jamais travaillé en France. Et en fait, a priori, tu pourrais te dire que sur la partie loi française, tu vas être un peu en retard. En fait, en 3 mois, tu apprends très rapidement t'apprends beaucoup des enjeux, quoi. Ouais, tu nous as quand même abandonnés. C'est moche. Ouais, bah, du coup, Martha, je vois que tu réponds à Myriam qui demandait si Remote était présent en Afrique. Oui. Donc, on a notre Country Explorer où tu peux chercher n'importe quel pays. Mais oui, on est présent en Afrique, mais dans plus de 80 pays au monde. Et je voulais aussi rebondir un peu sur la question de Tiffen, qui est super intéressante et qui en plus, c'est exactement ce que je fais avec des clients comme Clément. Donc déjà, pour définir une politique de recrutement internationale, comme l'a dit Clément, il faut savoir le pourquoi. Donc, est-ce que c'est parce que j'ai envie d'être une entreprise full remote et donc, peu importe, j'aurai besoin de recruter des gens en remote. Est-ce que c'est parce que j'ai envie d'aller dans des pays dans lesquels je ne suis pas présent? Est-ce que c'est parce que j'ai besoin de compétences très spécifiques et donc, quand je trouve la bonne personne, peu importe dans quel pays elle est, j'ai besoin de la recruter? Ou même, et je vois ça de plus en plus, comme une technique de préservation de talent. Donc, par exemple, Ouais. j'ai du top talent dans mon entreprise et je sais que par des raisons personnelles ou de carrière, ces personnes-là, à un moment, elles auront besoin d'aller habiter en Espagne parce que leur conjoint veut aller habiter en Espagne ou parce qu'ils sont basés à Londres, mais eux, en fait, ils sont français, ils ont envie de rentrer en France et j'ai envie de garder ce talent. Et je vois ça de plus en plus. Et en fait, quand on a défini pourquoi je fais ça, la stratégie, elle va être totalement différente. Donc, d'un côté, c'est je recrute à l'international parce que j'ai envie de garder mon talent. Et de l'autre, c'est je recrute à l'international parce que j'ai envie de faire une expansion en Afrique, Ouais. en Asie. Euh,
Et de ce côté-là, on aide aussi nos clients dans la stratégie. Évidemment, nous, on a des milliers de data points par rapport au coût de l'emploi, au salaire dans chaque pays, parce qu'on recrute tellement de talents à l'international qu'on a beaucoup de data. Et on aide évidemment nos clients à définir un peu leur stratégie. Merci Martha. Et puis l'autre truc là-dessus, Christophe, c'est que il faut pas, ça dépend encore une fois beaucoup des setups des boîtes, mais quand tu es une petite boîte aussi, il faut pas avoir peur de tester. Ouais. Il faut aussi juste être honnête avec la personne en face. Tu n'arriveras pas à avoir un setup parfait pour la personne que tu n'as pas recrutée encore. Donc, il faut pas avoir peur de se dire, bah, on va tenter avec cette personne. En fait, je regarde remote, c'est pas hyper difficile, donc en fait, on peut la recruter. C'est la première personne en full remote. A priori, on se dit que il faudrait que tu viennes une fois tous les quarters, mais on peut faire ça, tu vois, en bonne entente. Et en fait, je me suis d'accord avec la personne que bah, c'était la première personne, soit ça marche hyper bien et en fait, ça va impacter la culture de la boîte, soit la personne est au courant aussi que ça peut ne pas marcher. Et tu vois, il faut pas se dire que tu vas réussir à le faire parfaitement Ouais. dès le premier coup et que tu as besoin d'avoir une stratégie hyper développée, surtout si tu es une petite boîte. Tu n'as pas besoin d'avoir une stratégie hyper développée pour commencer, quoi, en fait. Encore une fois, parce que en termes de coût et de faisabilité, c'est pas si dur que ça. Des fois, il faut aussi le faire et être transparent avec la personne et tu vas progresser au fur et à mesure, quoi. Et ça va justement aussi, si tu as envie de travailler avec la personne, ça va t'apporter des améliorations et des choses que tu n'avais pas vues parce que cette personne, elle a un point de vue assez unique sur la manière dont fonctionne la boîte quand c'est la première personne full remote. Merci Clément. Merci Martha. Merci pour ce webinaire. Vous retrouverez le replay de ce webinaire dès demain matin sur MyRHline. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vous souhaite un excellent appétit. Il est l'heure d'aller déjeuner. Merci Martha, merci Clément, au revoir. Merci Christophe, merci Martha. Ciao, ciao. Au revoir. À bientôt, au revoir. À bientôt.